Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de l'annulation du Hajj 2021 par les autorités saoudiennes pour les pèlerins en dehors du royaume. L'actualité, c'est aussi cette campagne massive de vaccination contre la COVID-19 qui a débuté le mardi 15 juin sur l'ensemble du territoire national pour une semaine. À suivre également dans ce forum l'analyse de nos confrères de l'élection du maire de la commune urbaine de Gouré après plusieurs reports par l'autorité. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Maïmouna Diado, journaliste indépendante. Maïmouna Diado, bonsoir. Oui, bonsoir. Ousseini Sajibo, journaliste indépendant également. Ousseini Sajibo, bonsoir. Bonsoir. Et El Haj Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal Niger Inter. El Haj Mohamedou Suleiman, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Nous ouvrons ce forum par cette mauvaise nouvelle pour les candidats au Hajj. Selon l'agence officielle de presse saoudienne, l'Arabie saoudite a annoncé samedi à travers son ministère du Hajj et de la Oumra que l'accomplissement du cinquième pilier de l'islam cette année sera uniquement réservé à 60 000 de ses résidents. Le communiqué souligne que cette décision est prise dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 et pour éviter la propagation de nouveaux variants. Le Hajj 2020 a été accompli, lui, par seulement 15 000 fidèles résidents en Arabie Saoudite contre 2,5 millions en 2019 venus du monde entier. Maimouna Diado, que peut-on retenir ou dire au sujet de cette annulation du Hajj 2021? Ce que je pourrais dire par rapport à cette annulation du Hajj 2021, comme vous l'avez notifié, c'est depuis 2020 jusqu'en 2021, il n'y a pratiquement pas eu de Hajj. Deux années d'affilée. 2 années d'affilée, en tout cas pour les musulmans qui sont hors de l'Arabie Saoudite et pour cause de Covid-19. Donc, on s'attendait déjà à cette notification de la part de l'Arabie Saoudite, mais on pensait également, parce que je me rappelle très bien, il était... Même avec la vaccination. On avait demandé à ceux qui doivent aller, en tout cas, accomplir le cinquième pilier de l'islam, de se faire vacciner contre la COVID-19. Et c'est sur vaccination, en tout cas, qu'ils peuvent faire le déplacement pour aller. Donc, à notre grande surprise, voilà qu'on notifie depuis l'Arabie Saoudite que il n'y aura pas de Hajj pour ceux qui ne sont pas en Arabie Saoudite, mais que ceux qui sont en Arabie Saoudite... Même si les pèlerins, même si les candidats sont vaccinés. Même si les candidats sont vaccinés. Et on se demande donc pourquoi est-ce que d'abord ils ont demandé à ce que les candidats soient vaccinés. Et on se demande également depuis 2020 jusqu'à 2021, pourquoi est-ce que l'Arabie Saoudite n'a pas pu prendre des dispositions pour permettre en tout cas à ces musulmans du monde entier d'exercer leurs droits, parce que c'est un droit aussi, les cinquièmes piliers de l'islam. Donc je me dis, en principe, il y a comme dans chaque pays, les autorités sont en train de s'atteler, en tout cas, pour amoindrir cette maladie. Mais pourquoi l'Arabie Saoudite ne peut pas faire autant ? Pourquoi des mesures ne peuvent pas être prises en amont? Parce que là, il y aura plus de frustration. Et comment est-ce que les agences de pèlerinage aujourd'hui vont s'en sortir face à cette situation? Parce qu'il y a il y a des pèlerins qui ont déjà versé la somme depuis 2020. Aujourd'hui, ils ont gardé espoir pour 2021. Et comment est-ce que, face à cette situation, l'État compte maintenant s'y prendre avec les agences de pèlerinage et avec ceux qui doivent aller en pèlerinage? C'est ça aussi la question. L'Hajj Mohamedou Suleiman, après l'annulation du Hajj de cette année par les autorités saoudiennes pour les pèlerins en dehors du royaume, l'ambassadeur saoudien au Niger a rendu visite au
responsable a rendu visite au niveau du COHO, le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah. Alors, comment gérer les conséquences de l'annulation du Hajj 2021? Euh, je pense que c'est une décision assez délicate que les autorités saoudiennes viennent de prendre. Et moi, je pense que également, s'ils ont pris cette décision, parce que comme le premier bénéficiaire du Hajj, c'est l'Arabie saoudite. Quand vous allez dans ce pays, vous allez voir les hôtels. En tout cas, c'est toute une industrie, le transport. Donc, vraiment, c'est les Le Saoudiens. commerce. Absolument. Donc, c'est vraiment, d'un point de vue économique, ça engrange beaucoup d'argent au rang d'Arabie Saoudite. Et également, le chef d'agence, ceux qui font cette activité, même ici chez nous au Niger, en tout cas, c'est la seule activité où tu peux la faire une seule fois. Pendant un an, tu as de l'argent, en tout cas, Toute pour l'année. vivre, absolument. Donc, vraiment, les conséquences sur le plan économique, ça, c'est une réalité. Et cela, puisque c'est la deuxième fois, risque d'affaiblir, en tout cas, nos opérateurs économiques. Parce qu'il faut reconnaître que ces gens, non seulement ils emploient beaucoup de gens dans leur entreprise, mais aussi ils contribuent à l'économie du pays, puisqu'ils sont dans des banques, ils sont dans des positions ils font des activités, je veux dire, économiques. Maintenant aussi, l'autre aspect, la dimension religieuse, effectivement, je vois en termes de stress, ces gens qui ont fait des économies, il y a par exemple des fonctionnaires qui peuvent pendant des années économiser leur argent. La personne souvent elle est âgée, le moment est venu d'aller faire ce pilier. Donc on vient de reporter cela. Tout cela, en fait, il y a beaucoup de stress et beaucoup de conséquences justement qu'il faut savoir gérer. Mais je pense que en tant que croyant, nous sommes dans un domaine religieux. Il faut savoir prendre les choses du bon côté avec philosophie, à savoir que ce n'est qu'un report. Moi, je pense que la raison pour laquelle ils ont vraiment reporté cela, la question du nouveau variant du Covid, c'est une réalité. Parce qu'effectivement, jusqu'à tout récemment, tout le monde est d'accord que c'est entendu que les gens vont faire le Hajj à condition d'être vaccinés. Mais il vient effectivement de s'avérer qu'il y a de nouveaux variants de cette maladie, effectivement, qui peuvent véritablement, qu'on ne maîtrise pas. Donc moi, je pense que sur la base de ces éléments, donc des arguments économiques, je pense que si l'Arabie Saoudite, en tout cas, a pris cette décision, c'est parce que véritablement, il y a, en tout cas, péril à la demeure. Alaj Mohamedou Suleiman, l'annulation du Hajj 2021 pour des raisons liées à la COVID-19 soulève la question du remboursement des frais de pèlerinage déjà versés par les candidats. Le COHO a-t-il un rôle à jouer à ce niveau? Bon, je pense que ça va se régler. Il y aura non seulement un dialogue entre chefs d'agence et les pèlerins. Le COHO, effectivement, puisque je crois savoir qu'il y a des dispositions à travers lesquelles on verse l'argent au niveau du COHO. Donc, il y a tout un mécanisme, effectivement, le COHO doit maintenant rassurer donc, les pèlerins et aussi les chefs d'agence. Parce que, autrement dit, il y a de l'argent qui a été déjà versé dans des comptes au niveau des banques. Il va falloir protéger. Protéger non seulement qu'il ne soit pas détourné, parce que bon, vous voyez, mais aussi rassurer les pèlerins que non seulement ils vont faire le Hajj, parce que dans toute cette situation de crise, je vois qu'il peut y avoir méfiance à tous les niveaux. Les plus impatients peuvent demander à ce qu'ils soient remboursés ici et maintenant, mais je pense qu'il va falloir prendre la dimension religieuse. C'est arrivé quand certaines choses arrivent, ce n'est pas la volonté de X ou bien de Y. Donc, il va falloir, comme on dit l'économie en islam, partager les profits et les pertes. Hussein Sajibo, avec l'annulation du Hajj pour la deuxième année consécutive aux candidats venant de l'étranger, c'est toute l'économie du Hajj qui prend un sérieux coup. El Hajj Mohamed Suleiman l'a rappelé tout de suite. Avez-vous d'autres informations en termes de conséquences? Bon, mais moi, Mokhtar, je veux dire, on vient de dire que c'est le cinquième pilier quand même de l'islam, n'est-ce pas? Oui. On dit aussi que c'est Dieu qui appelle, Oui. n'est-ce pas? Oui. Ça pose un problème. Ça pose véritablement un problème parce que celui qui a
été appelé en 2020, qui n'a pas pu faire le déplacement, qui a espéré pouvoir faire ça en 2021, qui n'a pas pu faire le déplacement, on dit ok, d'accord, c'est la volonté de Dieu. Mais fondamentalement, quand même, l'Arabie Saoudite, je me dis, c'est pas un pays, comment vais-je dire, pauvre. On a parlé d'économie ici, ça génère beaucoup d'argent. Les dispositions doivent pouvoir, des dispositions idoines, pour ne pas frustrer. Parce que vous vous rappelez, l'année où il y a eu les morts là, ça a même suscité des remous avec des pays au Moyen-Orient et tout, qui disent qu'ils ne peuvent pas comprendre que des situations comme ça peuvent arriver, où il y a plusieurs centaines de milliers de morts, à cause simplement de la visite d'un prince ou quelque chose comme ça. Alors, d'accord, c'est d'abord à eux que ça profite, parce que c'est ça qui fait tourner l'économie là-bas. Mais les gens aussi ici qui ont ces organisations de pèlerinage là, ces structures pour organiser le pèlerinage, ces gens aussi, ils vont se retrouver dans quelle situation? Parce que dans tous les cas, on avait déjà annoncé, Alhaji Suleiman vient de le dire, il faut se faire vacciner, il faut d'abord et tout et tout. Les gens ont engagé des dépenses et tout, la vaccination, ceci, cela. Et voilà, la dernière minute, on vous dit encore, non, c'est pas possible. C'est pas possible, vous ne pouvez pas venir, c'est seulement ceux qui sont là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? D'accord, c'est la volonté de Dieu. Mais les dispositions à leur niveau devraient être prises. Parce que les variantes dont on parle là, ce n'est pas aujourd'hui que ça s'est déclenché. C'est avant-hier seulement que la nouvelle est tombée qu'il n'est pas possible d'aller faire le Hajj. Et qu'on a dit à tout le monde. Vous pouvez considérer ce que ça peut provoquer ou ça peut engendrer comme crise, comme frustration. Parce qu'il n'est pas donné à n'importe qui. C'est quand on appelle. On t'a appelé l'année dernière, tu n'es pas allé. L'année d'après, on t'a appelé, tu n'as pas pu aller. Parce que tout simplement, là-bas, on a décidé que c'est comme ça, on ne peut pas accepter que les gens viennent. Ça veut dire qu'à leur niveau, il n'y a pas eu un travail, une préparation préalable pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent venir et faire, comment dire, le rite sans prendre des risques. Vous pensez que l'Arabie Saoudite peut inviter un nombre relativement réduit? Mais non, d'accord, un nombre relativement réduit parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est tout le monde, c'est un peu partout. Il y a l'Indonésie, le Pakistan. Nous n'avons même pas beaucoup de pèlerins. Mais quand vous voyez ces pays asiatiques là, le nombre de pèlerins qui vont, c'est démentiel. Mais au moins créer les conditions pour qu'on dise que les gens peuvent aller, mais voilà les quotas qu'on a l'habitude d'attribuer, on ne peut pas attribuer. Mais dire que systématiquement, tant que vous ne logez pas, vous ne vivez pas en Arabie Saoudite, ce n'est pas possible pour vous. Moi, je me dis, ça pose quelque part un problème. Quand même, c'est une religion quand même qui de tout le monde, pratiquement tout le monde, qui prend de l'ampleur. Et qu'on pose des conditionnalités comme ça, sans pouvoir créer un minimum de souplesse, sans aucun minimum de souplesse. Ça pose problème. Ça pose problème. Alors, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, rapidement? je voudrais dire que j'ai comme l'impression que Hussein minimise un peu la gravité de la situation du Covid. C'est-à-dire qu'ici, il faut se réjouir que l'aspect religieux en termes de fatalisme n'ait pas eu de prise sur la rationalité, à savoir que Hussein parle les gens ont des tenu compte. dispositions Parce à qu'en fait, prendre. le Hajj, non, justement, le Hajj suppose la mixité. Il y a des rites, quand on les fait, on doit les faire ensemble. Donc il y a un certain mixage. Et en tout cas, les gens font vraiment, en tout cas, ensemble, dans des conditions. On ne peut pas très, faire de la très distanciation sociale là-bas. Absolument, absolument. Donc ce qui fait que franchement, je pense que, comme il l'a dit, Dieu a appelé d'une certaine façon, mais les circonstances sont telles que il faut le prendre. Dieu aussi travaille avec nos intentions. Si j'arrive pas à le faire, Dieu connaît mon intention. Mes efforts d'avoir économisé l'argent pour le faire, en tout cas, c'est pas de ma faute si le Hajj n'a pas eu lieu. Donc, par conséquent, je pense que d'un point de vue de la spiritualité, on peut comprendre que les personnes se disent que, bon, en tout cas, tout simplement, je me fie à Dieu.
Parce que celui Ouais, ça c'est pour les candidats et ceux qui organisent. Mais ceux qui organisent. Qui en tirent beaucoup de profit. Mais justement, là aussi, c'est la même philosophie. Effectivement, c'est dommage parce que certains risquent de tomber en faillite. Oui, est-ce qu'ils peuvent être dédommagés? Certains risquent de tomber en faillite parce que il arrive souvent vraiment, c'est un domaine où j'avais un peu travaillé, où véritablement certains font vraiment des transactions où d'une certaine façon, les pèlerins de l'année précédente, on va devoir les faire le Hajj l'année qui suit. Donc, ce qui fait que véritablement, le gap risque de s'aggraver et certains vont faire faillite. Parce que je ne suis pas sûr que, donc, après 2 ans, certains peuvent honorer leur engagement parce qu'effectivement, comme le souci des gens, est-ce que l'argent que j'ai déposé au niveau de mon agence, l'année prochaine, si le Hajj est autorisé, est-ce que tout le monde pourra effectivement faire le Hajj dans des conditions normales? Tout cela, en tout cas, c'est des questions. Et c'est pourquoi, effectivement, le rôle du COHO, donc de l'État, c'est de s'assurer que véritablement, au moins les plus vulnérables, les pèlerins, que leur argent, en tout cas, soit protégé, leurs droits, en tout cas, soient préservés. On observe. Oui. Là, alors, ceux qui ont déposé l'argent là, ceux qui ont déposé, qui ont cotisé pour pouvoir aller, si on touche à l'argent là, comment on peut protéger leurs droits? Parce que les agences de pèlerinage, le COHO est là pour garantir. Laisse tomber, ils mangent tous dedans. Tous. Comment ils peuvent protéger? Comment? C'est-à-dire, le responsable d'agence là, il va grignoter dedans. Alors, mais l'argent a été déjà versé dans un compte. Dans un compte, laisse tomber. Comment ils fonctionnent, eux? Comment ils fonctionnent? Ils ont une cote-part dans cette affaire-là. Les pèlerins, quand moi j'ai besoin de mon argent, je peux dire, bon, donnez-moi mon argent, je vais aller l'investir ailleurs. On ne va pas me donner, je vais traîner pendant. Voilà un peu la problématique. Hein. Il ne faut pas perdre de vue cette dimension-là. C'est bien beau de dire l'État peut, on peut protéger. On a protégé quoi ici? Ici quoi? Maimouna Diado, vous avez quelque chose à rapidement? En tout cas, si tu verses 1 million, tu n'auras pas 1 million après. Parce qu'ils vont enlever déduction, les frais. Oui, des frais dedans. C'est ça. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Au Niger, une campagne massive de vaccination contre la COVID-19 a débuté le mardi 15 juin sur l'ensemble du territoire national. Elle se déroulera jusqu'au 22 du mois courant dans les différents centres prévus à cet effet. À Niamey, devant les institutions et ministères, des équipes ont été déployées par le ministère de la Santé. Hussein Issa Djibou, avez-vous d'autres informations au sujet de cette campagne de vaccination de masse contre la COVID-19 qui a débuté lundi dernier? Je n'ai aucune information nouvelle. Je sais simplement que le ministre a fait un point de presse pour dire qu'il y a une campagne de vaccination. Je crois que c'était mardi, il a fait son point de presse. C'était la deuxième campagne. En mars, il y avait le lancement d'une autre campagne. Ça, c'est le lancement pour la vaccination ciblée. Cette fois-ci, on a dit, mais bien sûr que c'était ciblé. Au départ, en mars, c'était ciblé. Voilà. Aujourd'hui, il dit que c'est une campagne de vaccination de masse. Bon, en tout cas, je circule un peu à Niamey. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu encore un point où Vous vous êtes fait vacciner? Non, mais j'ai l'intention. Mais je veux savoir d'abord où je vais aller. On a dit devant les institutions et les ministères. Devant les institutions et les ministères. C'est bien beau de dire devant les institutions et les ministères. Mais quand vous allez constater qu'il n'y a rien. Alors, c'est quoi? Mais à l'époque, moi, les vaccinations, à l'époque, depuis sous le règne et tout, on s'est déplacé. Quand il s'agit d'aller dans les écoles, c'est visible. Dans les quartiers et tout, au niveau de Samaria. Mais qu'on dise, bon, tout simplement, on a déclaré qu'il y a campagne de vaccination de masse. Bon, qu'on filme au moins qu'il y ait des tournages pour dire, par exemple, moi, le quartier où j'habite, voilà, à tel point, vous pouvez vous faire vacciner, à tel autre point, vous pouvez faire vacciner. Mais quand il n'y a pas ça... Vous faites allusion à la circulation de l'information. Mais sur la circulation et la précision de l'information. Parce que tant qu'il n'y a pas de précision, mais j'ai mes activités, je vais me lever pour me dire, je vais tourner dans le quartier pour savoir là où on entre. Si on sait, il y a l'information bouche à oreille, comme on dit.
je sais que dans mon quartier, il y a une équipe qui est de passage. Je peux sacrifier 1 heure, 2 heures de temps pour aller me faire vacciner. Mais quand on ne dit pas, on ne planifie pas de telle date à telle date. Bon, bien évidemment, on a dit ça va se passer de tel jour à tel jour, sur telle période, il y aura la vaccination. Mais il faut faire l'effort, au moins, de dire, par exemple, on va dire quartier Nouveau Marché, l'équipe va passer de tel. C'est comme un peu par rapport à l'enrôlement. Et comment on appelle ça, pour les élections, au recensement et à l'établissement de la carte d'électeur. Vous savez, parce qu'on a dit de telle date à telle date, il y a une équipe qui est là pour faire le travail, n'est-ce pas? Si vous ne pactez pas, ça veut dire que vous n'avez pas eu l'intention d'aller établir une carte, comme on avait dit, de machin biométrique. Mais si vous savez que voilà le délai dans lequel vous êtes inscrit, vous êtes obligé d'aller. Mais quand on se contente de dire vaccination de masse, on dit. Imagine, de masse. Donc ça veut dire que au niveau des centres de santé, des actifs doivent être... Mokhtar, attends. Quand tu vas aller vers le Balayar, il y a des villages au-delà de Balayar, Bonkoukou et tout et tout. Il y a des zones où pratiquement il n'y a pas. Les centres de santé sont très distants des machins, il faut se déplacer. Est-ce que ces gens ont l'information? On parle de campagne de masse. Hein. Ça veut dire que ça doit toucher tout le monde. On doit pouvoir faire l'effort de dire, voilà, dans telle zone, dans telle zone, dans telle zone, voilà comment les choses doivent se passer. C'est trop beau de venir dire c'est de masse. Mais il est encore préférable et il est encore souhaitable de dire, voilà, de telle période à telle période, si vous vous faites vacciner, ok, parce que vous êtes dans le délai. Mais si vous ne faites pas vacciner, vous êtes obligé de vous déplacer pour aller quelque part le faire. De masse suppose la proximité. C'est ça, moi, je comprends dans l'expression de masse. C'est ça, je comprends. Parce que même dans les centres de santé, ce n'est pas tellement évident. Hein. Ceux qui sont en train de dire, ce n'est pas évident. Moi, j'ai tenté de vérifier ça, ce n'est pas évident. Alhaji Mohamedou Souleymane, cette nouvelle campagne vient compléter la vaccination systématique contre la COVID-19 lancée en mars dernier dans les centres de santé du pays. Comment les Nigériens accueillent-ils cette nouvelle campagne de vaccination de masse? Franchement, il faut dire que c'est ça le vrai problème. Bien avant, il y avait justement par rapport à la campagne ciblée dont c'est évoqué, les jeunes ne se précipitent pas, en tout cas, il n'y a pas vraiment un engouement pour venir se faire vacciner. Selon vous, pourquoi ce manque d'intérêt Non seulement il y a eu relâchement dans la campagne d'un coup de sensibilité, mais aussi j'ai comme l'impression que les jeunes ne croient plus à la gravité de la maladie. Et j'ai vraiment suivi le ministre de la Santé dans en tout cas, le lancement de la deuxième campagne. Parler effectivement de nouveaux variants qui font qu'il n'y a pas d'autre alternative que de se faire vacciner. Mais seulement, il faut dire entre-temps aussi, l'effet aussi contraire des réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de messages tendant à démotiver les gens, à montrer que c'est dangereux de se faire vacciner. On a vu beaucoup de choses. Vous avez par exemple le truc sur le téléphone, qu'on montre le téléphone collé. Alors que moi, j'ai vu quand je suis allé me faire vacciner, la dame m'a dit, si ça n'a pas été vacciné, mais le téléphone s'est approché. Donc vraiment, c'est tout simplement. Et bien d'autres communications, dans le sens de dire aux gens, c'est pas la peine de se faire vacciner. Bref, je pense que il y a vraiment un véritable problème. Les gens ne sont pas prêts, il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas d'affluence. Parce que, surtout par exemple, pour les jeunes, moi en tout cas, quand j'entends les gens, leur en tout cas avis par rapport à la vaccination, je me dis que franchement, très malheureusement, il faut continuer à sensibiliser. En tout cas, les gens ne sont pas convaincus. Mais l'autre question moi, que je me pose, est-ce qu'on a suffisamment de vaccins pour toute la population? Ça, c'est une autre question. Je me souviens récemment, on a dit qu'on a prêté ces 5 000 à la Côte d'Ivoire. Moi, dans ma compréhension, quand j'ai vu ce qui s'est passé, parce que j'ai dit, c'est parce qu'il n'y a pas d'engouement des Nigériens à se faire vacciner qu'on a eu le truc à donner ça. Bref, moi, en tout cas... On n'a pas donné, on a prêté. On a prêté. Mais quand on regarde le besoin qu'on a,
franchement, pour là, on se dit que c'est peut-être un peu négligent. Je suis d'accord pour la coopération, pour la vous êtes diplomatie. fait vacciner? Mais oui, absolument, je me suis fait vacciner. Mais je me suis rendu compte, quand je partais, je pensais que ça allait me prendre beaucoup de temps. Mais j'étais venu en 5 minutes, tout est fini. On m'a dit tout simplement de m'asseoir, voir 15 minutes si ça va. Donc c'est dire qu'il n'y a pas d'engouement. Aujourd'hui encore, au Issa, tu vas aller, c'est un truc en temps réel, tu viens dans 5 minutes, on te fait la vaccination. Vraiment, comme si de rien n'était, tu vas continuer. Mais moi, je pense que véritablement, encore une fois, je reviens, si vous voyez les Saoudiens qui ont pris la décision là, moi, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, je pense que c'est la gravité, du nouveau variant, des nouveaux variants. du nouveau variant qui fait que véritablement ceux qui sont d'accord, en tout cas qui se soucient de leur santé, par exemple aussi des conditions au niveau donc, mondial s'est imposé, vous ne pouvez plus voyager, ça c'est des aspects peut-être un peu secondaires si vous n'êtes pas vacciné. Donc il y a d'abord avant tout, la santé n'a pas de prix, mais on se pose la question, pourquoi malgré tout parce qu'en fait j'ai comme l'impression aussi, à un moment les arguments sur lesquels que la chaleur, parce que vous savez à un certain moment, la thèse du vétérinaire, effectivement, on a comme l'impression que ça a marché. Avec la chaleur, il n'y a pas assez de... Il y a eu tellement de proximité dans les mosquées, mais franchement, notre rôle, en tout cas, c'est de dire que, moi, en tout cas, je pense que c'est ce qu'il faut, que les pays sont responsables, vraiment, que les gens sortent se faire vacciner. Si tu as la possibilité de le faire, il faut aller le faire. Et je pense que c'est aussi le droit de chacun. Quand tu as raison, tu penses que c'est dangereux de te faire vacciner. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça toute la question. Maimouna Diado, selon le ministre de la Santé publique, Dr Ilyasu Idi Mainessara, cette nouvelle campagne vise à freiner, comme Mohamed Souleymane vient de le dire, la survenue de la troisième vague de la Covid-19, encore plus virulente, caractérisée par la circulation des variants dans beaucoup de pays du monde. Quelle est la situation ou les informations dont vous disposez sur cette troisième vague? Comment convaincre et amener les Nigériens à se faire vacciner? Voilà, bon, pour l'instant, je n'ai pas une très grande information par rapport à cette vaccination, mais ce que je sais, parce que... Cette troisième vague? Troisième vague-là, je sais que le ministre a interpellé pour dire que c'est une obligation aujourd'hui pour nous, les Nigériens, de se faire vacciner pour amoindrir donc la survenue de cette troisième vague-là. Donc, c'est parce qu'il connaît l'importance et la dangerosité de ce virus Covid-19 qu'il est vraiment accroché, il fait de tout son mieux en tout cas pour pouvoir amener les Nigériens à se faire vacciner. Si vous regardez, c'est vrai, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu de sensibilisation, mais à un moment donné, il y a eu quand même une rupture de sensibilisation par rapport à cette situation. Les Nigériens, jusqu'à présent, comme je l'ai dit, il y a certains Nigériens qui ne croient pas non seulement à cette maladie de Covid-19, et en plus, on parle de troisième variant. Donc, ça veut dire que ceux qui n'ont pas déjà cru à la première vague de Covid-19, comment est-ce que ces gens-là vont encore croire qu'il y a encore une troisième vague encore plus dangereuse que la première? Donc, c'est vraiment les mentalités. On a des gens où le changement de comportement est très difficile à leur niveau. Il faut que le ministère le ministère continue donc de faire la sensibilisation. C'est vrai, le ministère est en train de faire une sensibilisation, en train de faire une communication, mais ça ne suffit pas. Il faut aller au-delà de ce que nous voyons, de ce que nous voyons dans les télés, où on montre, c'est vrai, que c'est la dangerosité de ce virus, mais il faut aller peut-être sensibiliser les populations, les toucher jusque dans au sein de la famille, par exemple. Oui, au sein de la famille, l'espace qu'ils occupent, de porte à porte, pour voir les sensibiliser. Parce que là, je ne me vois pas l'engouement que ça suscite au niveau de ces populations. J'ai vu qu'au ministère de l'enseignement professionnel, j'ai vu ça passer à la télé, où le ministre et ses agents sont en train d'être vaccinés, comme l'a promis le ministre de la Santé, que les
Ailleurs, quand même, dans certains que la pays, vaccination, on voit le président de la République, le Premier ministre, les députés se font vacciner, mais ici, on a l'impression comme si... Mais le Premier ministre, les autorités se sont Oui, fait le Premier ministre, vacciner. oui, mais Oui. est-ce que c'était au niveau de lancement de la campagne? C'était au C'est niveau, après, le non, lancement de la c'était au campagne? niveau du lancement de la campagne. Je me rappelle très bien, l'ex-premier ministre Brigitte Raffini qui avait dirigé ce lancement. Et même Oumoudou Oui, s'est fait oui, vacciner. il s'est fait vacciner et tout le monde l'a vu à la télé. Le ministre de la Santé, avant-hier, il a convaincu les Nigériens en langue Hausa qu'il a été vacciné et que jusqu'à présent, il n'a pas eu d'effet, en tout cas secondaire, qui peut amener les Nigériens à se douter de ce vaccin. Donc vraiment, c'est de faire une sensibilisation de masse, comme on l'a dit, une vaccination de masse, campagne de vaccination de masse, donc sensibilisation de masse également, pour pouvoir convaincre, non pas ceux qui sont dans les centres urbains, mais surtout ceux qui sont en campagne. C'est très important. Enfin, le dernier sujet du forum de la presse de ce soir, il est relatif à l'élection du nouveau maire de la commune urbaine de Gouré. Après plusieurs reports, le candidat du RDR Tchangi, Maïmoussa Liman, a été élu maire avec 10 voix pour et 9 voix contre le lundi 14 juin 2021. Un peu après son élection, Maïmoussa Liman a déclaré être le maire de tous les habitants de la commune urbaine de Gouré. Alhaji Mohamedou Suleiman, quelle lecture peut-on faire au sujet de cette affaire de l'élection du maire de la commune urbaine de Gouré? Ma première lecture, c'est que c'est une très bonne chose que la démocratie ait triomphé, à savoir que ça allait être un dommage pour cette, en tout cas, localité où toutes les communes ont élire leur maire, mais ici, par quelques guerres politiciennes, on allait priver donc la commune urbaine. Absolument d'avoir le maire élu. Donc c'est fait, c'est une très bonne chose pour la démocratie. La deuxième chose, c'est aussi l'impact du serment coranique qui a marché, c'est-à-dire que les gens ont prêté serment qu'ils ne vont pas voter pour l'ancien maire, qui a mal géré, qui était devenu impopulaire et son parti, le PNS, a voulu l'imposer. Mais les gens disent non, ils ne vont pas reconduire quelqu'un qui a mal géré. Il a quand même reçu 9 voix. 9 contre 10, absolument 9 contre 10. Autrement dit, le PNS aurait proposé quelqu'un d'autre à sa place. Il allait gagner donc la mairie. Mais ils se sont entêtés à maintenir quelqu'un qui est impopulaire, qui a pas sa gestion. Donc c'est aussi une leçon à tirer, à savoir que vous ne pouvez pas imposer quelqu'un que les populations, en tout cas, ont rejeté. Et vous avez vu ce qui est curieux, on a vu des enfants, une scène, en tout cas, des enfants en train de montrer leur joie qu'on a battu, donc ils ont gagné. Donc c'est-à-dire que, franchement, moi, je constate qu'ici, la leçon la plus grande, c'est que la démocratie a triomphé. On a, en tout cas, quelqu'un qu'ils ont préféré. Donc c'est le plus important. Donc je pense que c'est mieux que effectivement on a pu finalement donc maintenant boucler cette phase d'élection des maires. Quelle est la mission, ou bien quels sont les chantiers qui attendent le nouveau maire? Les chantiers, c'est qu'il a eu à prendre des engagements électoraux à l'endroit des populations. Et aussi l'autre élément, il doit tenir compte qu'il a été, la marge, il a eu 10 contre 9. Donc l'autre maire, effectivement, peut toujours manœuvrer pour le faire. Donc cela veut dire tout simplement, sa seule protection, c'est d'être vraiment au service des populations. Memouna Diado, dans sa lettre du 25 mai, en réponse à l'interpellation des 11 conseillers, le préfet de Gouré évoquait le recours au Coran par l'un des candidats à l'époque, comme Alhaj a eu à le dire, comme justification aux multiples reports de l'installation du conseil et de l'élection du maire. Quelle est votre opinion à ce sujet? Mon opinion à ce sujet, c'est que en fait, le préfet ne devrait pas reporter les élections, soit disant qu'il y a eu le Coran qui a été mis en avant.
Bon, le Coran a été mis en avant ou le Coran n'a pas été mis en avant, ce sont des élections de toutes les manières. Alors, on ne peut que choisir la bonne personne, la personne qui est capable de faire beaucoup de choses pour cette commune. Donc, vous voyez, ça n'a pas empêché. Le Coran a été dit, ils ont dit, il faut voter un tel, ne pas voter un tel. Ça a toujours été ainsi. Quand on regarde dans les zones, par exemple, où le Coran est mis en avant à chaque fois dans ces élections-là, dans ces genres d'élections, que ce soit les élections présidentielles, que ce soit autre chose. Je me dis que également, c'est la démocratie qui a prévalu sur la politique. Comme vous voyez, il y a les alliés qui étaient là, les alliés comme le MNSD, les conseillers des MNSD, avec le PSD Bassira, mais qui pouvaient voter pour le candidat du PNDS, oui, le maire sortant, mais qui ne l'ont pas fait. Ils ont choisi de voter pour quelqu'un qui pourrait vraiment, à leur sens, amener un souffle de vie, un changement au niveau donc, de cette mairie. Et Dieu a fait que l'élection est portée sur, le choix s'est porté sur Maïmoussa Bokar, donc du RDR Tchangi. Et nous savons également que certainement c'est parce que l'ancien maire n'a pas fait grand-chose au niveau de Gouré et qu'il est natif aussi de Gouré, mais il n'a pas pu faire grand-chose et c'est pour ça qu'il n'a pas pu être maintenu. Mais comme l'a dit Alaji, 9-10, en tout cas la marche, c'est une seule voie qui les sépare. Donc il faut être très vigilant parce que le maire, il n'est pas dit que le maire ne peut pas encore venir, il ne peut pas dire que le maire aussi ne peut pas faire autre chose pour que celui qui vient d'être élu soit également mal vu par cette population. Il y a toujours des choses, des mauvaises manœuvres qu'on peut faire sans le savoir. Donc, c'est être vigilant. Et je pense que c'est un ouf de soulagement pour cette commune de Gouré. Oui, est-ce que c'est un signal à l'endroit c'est un signal à l'endroit de tous ces maires que nous avons vus, qui ont été élus. C'est qu'il faut regarder, il ne faut pas se dire aujourd'hui que c'est parce que c'est un parti au pouvoir qui impose son candidat qu'il faut nécessairement élire ce candidat. Non, il faut se dire qu'on n'élit pas un parti politique parce que c'est un parti politique, mais on élit la bonne personne qu'il faut à la place qu'il faut. Hussein Issa, l'élection du tout nouveau maire de la commune urbaine de Gouré intervient plusieurs semaines après le délai réglementaire fixé par le ministère de l'Intérieur. Comment expliquer ce état de fait? Je ne trouve même pas la pertinence de cette question. Il y a eu des maires un peu partout et tout, on a assisté à des problèmes de cette nature-là. Pourquoi on fait un problème? D'accord, le délai est dépassé. Par la faute de qui? Par la faute de qui? Celui qui a fait que le délai est dépassé doit être sanctionné. Le préfet, vous prête... Mais tous, ils doivent être sanctionnés. Ils n'ont pas le droit de faire en sorte que le délai, parce qu'ils sont dans des calculs politiques. C'est des élections. Les gens vont se réunir, le quorum est atteint, on passe au vote. Celui qui gagne, il gagne. Mais on ne va pas, parce que tout simplement, on se dit, ce n'est pas notre gars qui est en position de favori. Moi, je dis, c'est des choses comme ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ce monsieur qui est là-bas à la tête en tant que... Non, il doit être sanctionné. Parce qu'il n'a pas le droit de bloquer le processus jusqu'à ce que le délai expire. Est-ce que c'est normal ça? C'est pas normal. Lui, il n'est que représentant de l'État central. Et lui-même, il est sous la coupe du gouverneur là-bas de Zender. Alors, s'il n'y a pas combine dans toute cette affaire-là, est-ce qu'on allait attendre jusqu'à ce que le délai dépasse? Non. Le délai est là, on va. Celui qui gagne, on lui souhaite bonne chance. Mais on ne va pas dire non, machin. C'est pour ça que je ne vois pas motif de ouf de soulagement, machin, tout ça là. Non. Moi, pour moi, non. Non, ça ne devait pas être. Ça ne devait pas être. Il n'avait pas le devoir, il n'avait pas le droit de bloquer le processus jusqu'à ce que le délai expire. Et on dit, bon, le maire, alhamdulillah, le maire a été. Mais alors, mais qui a fait là? Qui est fautif? Ce n'est pas lui. Parce que mon candidat n'est pas en position de gagner, je vais bloquer les choses. Alors, il faut aller jusqu'à mettre. Mais pourquoi on va amener? C'est deux choses à part, la religion et la politique là. Il ne faut pas mettre les deux choses là ensemble. Il faut mettre Coran par-ci, par-là, comme si on banalise le Coran. Ça, c'est pas normal. Selon vous, Sénissa, le préfet doit être sanctionné par qui? Mais attends, mais il n'a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de chef, il n'a pas de patron.
Non, non. Et voilà le délai, on vous dit voilà le délai. Quand le délai arrive, il faut faire. Mais certainement aussi qu'il a, il a subi aussi des pressions. Pression de qui? Qui va lui mettre? Non, mais c'est des délais, non? Tu as 45 minutes pour faire l'émission là. Est-ce que tu peux dépasser les 45 minutes là pour faire autre chose? Je te parle là, mais est-ce que tu peux dépasser les 45 minutes là? Tu es dans une fourchette de 45 minutes. Quand les 45 minutes arrivent, tu es obligé, tu es en train de nous rater. C'est pas le terrain politique. C'est pas le même sujet. C'est la même chose. C'est la même chose. Quelle est la différence? Hussein Issa, quel est actuellement les défis qui attendent le nouveau maire de Gouré? Le défi, c'est le défi du développement local. Puisque son prédécesseur a été visiblement sanctionné. Mais alors, il a été sanctionné par quoi? Il a mal géré. Est-ce qu'il a été sanctionné? On a refusé simplement de les lire. Est-ce que par rapport peut-être aux actes qu'il a posés, les actes de malgouvernance et autres, quelqu'un l'a sanctionné? Il faut arriver à ce stade-là. Si on veut développer, hein. Mais dire, bon, ok, parce que tout simplement, il n'est pas revenu. Il est revenu. Ce monsieur, il est revenu, l'ancien maire là. Il est revenu comment? Mais il est là. Il est là aux aguets. Il est juste conseiller. Il est aux aguets. C'est juste une voix. C'est juste une voix. Hein. C'est pas grand-chose l'écart. Là, l'autre n'est pas inquiet. Mais il peut manœuvrer pour empêcher à ce que l'autre puisse rester, ne serait-ce que pendant, il peut trouver un mécanisme. Oui, Aladji Mamour, vous avez quelque chose à ajouter? La plus grande sanction, c'est la sanction morale aussi. Lorsque les gens peuvent pactiser, tout le monde dit que si c'est toi, on a mesuré sur le courant. Tout à fait. Parce que c'est une sanction. C'est une sanction, absolument. Laissez-le s'exprimer d'abord. Donc je pense que vraiment, c'est une sanction. On a considéré que tout sauf toi. Et les gens ont tout fait pour que les choses changent. Les gens étaient campés sur leur position. Et finalement, le résultat, on t'a chassé. Donc je pense que c'est vraiment une sanction. Hussein Issa, vous avez ce n'est pas moi, pour moi. Il a tout fait, il a manœuvré, il a tout fait. Oui, bon, d'accord, on a créé les conditions pour qu'ils ne soient pas, les gens ont dit. Mais ces gens-là sont changeants. Le comportement des êtres humains, c'est changeant. Du jour au lendemain, il y en a qui vont voir que non, celui qu'on a pris là, non, on a fait le mauvais choix. Et on peut trouver un mécanisme pour te faire partie. Donc, Maimouna Diado, le nouveau maire est condamné à travailler pour sa population, c'est ça? Oui, il est condamné à travailler pour sa population. Parce qu'il a vu ce qui est arrivé à l'autre maire. Pourquoi donc lui, il va rester les bras croisés et ne pas travailler pour que la commune urbaine de Gouré soit quand même une commune? Il y a beaucoup de choses qu'il faut réaliser. Il y a par exemple l'éducation, il y a la santé, il y a des choses très importantes qui attendent en tout cas le nouveau maire. Il faut qu'il montre qu'il y a un changement, qu'il y a eu un changement et qu'il y aura un changement. Le maire avait dit qu'il est prêt à travailler avec toutes les parties en question. Est-ce que dans les faits, ça peut se réaliser? Mais ça peut se réaliser. Il est obligé de travailler avec tout le monde. Il n'y a pas de parti ici. Il n'y a pas de parti. Là, il faut qu'il travaille avec tout le monde. C'est une obligation de travailler avec tout le monde. Il ne peut pas... Laissez-la finir d'abord. Moi, quand laissez-la finir. Allez-y. Mais aujourd'hui, il a été élu. Il a été élu, c'est les partis politiques avec les autres partis politiques. Donc, c'est une obligation pour lui également de travailler avec tout le monde. Il n'y a pas de parti politique quand on travaille avec tout le monde. Quand on veut réussir, on met la politique de côté et on travaille avec tout le monde pour réussir. Mais rapidement, c'est ce que je vais dire. Ça veut dire que quand on dit il ne peut pas travailler seul, mais c'est quand même un conseil. Il est obligé de composer parce que le plus souvent, ce que les maires ont rencontré et leurs adjoints, c'est qu'ils ont voulu mettre les autres de côté pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Et en fin de compte, ils ont volé. Et ils ont vu ce qui leur est arrivé.
vous êtes obligé de travailler, même si la personne n'est pas d'accord avec vous, quand c'est fait de manière collégiale. Là. C'est la majorité qui décide, absolument. C'est la majorité qui décide. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Maïmouna Diado, journaliste indépendante, El Haj Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal Niger Inter, et Ousseini Issa Jibo, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h sur nos 46 radios partenaires pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h samedi, le forum en Hausa sur le thème préparatif de la campagne agricole dans le département de Tanout. Et dimanche, le forum en Zarma sur le thème la participation des personnes handicapées dans la vie politique au Niger. Merci, au revoir.